Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, on va parler du phénomène des tricksters ou farceurs et de leur lien avec les djinns et les entités non humaines. Et on va voir comment ces entités se manifestent, notamment dans le cadre de la cryptozoologie, mais aussi dans le cadre de l'ufologie. Et on va voir que ce sont des entités extrêmement dangereuses. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que l'on organise une visite guidée conférence le dimanche 26 janvier 2025 de 13h à 18h à Paris sur le thème des coven de vampires et de leur connexion avec la Terre creuse. Et on verra également que les vampires sont connectés à des entités de la Terre creuse qui ont été rendues célèbres par le film La prophétie des ombres, qui est basé sur des faits réels. Je n'en dis pas plus, mais sachez que lors de cette conférence, visite guidée conférence, on visitera un vortex positif connecté à la nature. Sachez également, pour ceux qui habitent Paris, qu'on organise une conférence en présentiel classique, donc à la salle du Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, le samedi 1er février 2025 de 12h à 18h sur le thème des mythes. Et on verra comment les entités construisent des mythes pour mieux nous manipuler, pour mieux justement nous faire croire au cirque de la politique, au cirque de la géopolitique. Et on verra que des personnes comme Napoléon, mais aussi comme Tesla, le canard ou encore le parfum Elon ne sont rien de plus que des mythes générés par des entités non humaines pour mettre les gens dans des cages. Donc ça, c'est une conférence inédite et extrêmement intéressante. Donc si cela vous intéresse, venez nombreux. Ça sera à Paris, au Café d'Orléans, le samedi 1er février, de 12h à 18h. Sachez également que sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr, le podcast de la semaine de la partie abonnement est justement un podcast sur le luciférianisme et le satanisme. Et vous verrez que ce sont deux faces d'une même pièce et que c'est connecté au cirque de la politique et de la géopolitique et également au New Age. Donc, je n'en dis pas plus, mais sachez que c'est un podcast abonnement qui va extrêmement loin et qui n'est pas Trumpement correct ni New Agement correct. Donc, voilà, sachez également que on organise un webinaire en direct le samedi 15 février 2025 de 18h à 22h sur le thème de la dimension cinématographique, du monde imaginal et de la magie du chaos. Donc là aussi, c'est un thème inédit où on va aller très très loin pour comprendre la nature de cette réalité. Donc là aussi, vous pourrez vous inscrire à notre webinaire en direct en cliquant sur le troisième lien juste en dessous de ce podcast. Le premier lien, ça sera pour la visite guidée conférence du dimanche 26 janvier 2024 à Paris. Le deuxième lien, ça sera pour la conférence en présentiel à Paris du samedi 1er février 2025. Et le troisième lien, ça sera pour vous inscrire au webinaire du
15 février 2025 en direct de 18h à 22h. Donc, sachez également que tous nos webinaires sont disponibles sur le site www.librairiedubonheur.com et je mettrai le lien également en dessous de ce podcast. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Alors, les Amérindiens, parce que eux aussi avaient énormément de connaissances et ont énormément de connaissances sur le sujet, ont parlé d'une entité de type trickster. Cette entité, ou ce groupe d'entités, c'est le farceur cosmique. Mais quand les Amérindiens parlaient de farceur, ce n'est pas juste un farceur qui fait des petites farces, comme faire disparaître des objets et tout ça. Non, c'est des entités, les farceurs, qui modifient leur apparence, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas et qui, justement, enlèvent des humains et détruisent des vies et sont capables de posséder. Donc, c'est ça le concept de trickster. Et en fait, quand les Amérindiens faisaient leur mythe, ils parlaient de faits réels. Et on va voir que ces tricksters sont très présents de nos jours dans tous les pays du monde et ce sont basiquement les entités sans âme. C'est les djinns, les démons, les autres types d'entités. Et elles sont présentes partout, plus que jamais. Et on va voir comment le phénomène du trickster, qui est ce type d'entité, donc se manifeste à notre époque. Et ces entités de type trickster, qui sont des variétés de djinns, on les retrouve surtout dans la cryptozoologie et dans les phénomènes paranormaux, mais pas seulement. On retrouve ces entités qui leur manipulent, détruisent et tuent un petit peu partout. Et les Amérindiens expliquent que de nombreux Bigfoot sont en réalité des tricksters, des entités qui prennent l'apparence de Bigfoot. Et on peut même partir de là et étendre ça à une grande partie des cryptides sont des entités sans âme qui modifient leur apparence et se font passer pour des cryptides. Donc il y a deux types de cryptides et ça, j'y tiens vraiment. Il y a les cryptides qui sont des authentiques animaux inconnus. Il y a des humanités parallèles. Par exemple, il y a des Bigfoot qui sont des représentants d'humanités parallèles. Il y a des cryptides de type dinosaure qui sont des animaux inconnus. Il y a des chats inconnus, des chats géants, notamment en Angleterre et dans le nord de la France. Et ça laisse à penser qu'il y a une population de pumas en Angleterre qui est tout à fait autonome, ainsi que des lions préhistoriques en Angleterre qui ont été vus par de nombreuses personnes. Ça, c'est un fait. C'est comme le Yéti au Tibet. Certains Yétis sont des humanités parallèles, d'autres représentent autre chose, des entités sans âme. C'est pareil pour les serpents de mer. Le serpent de mer, c'est quelque chose qui existe absolument. Certains sont des animaux inconnus, d'autres sont tout simplement des tricksters, des entités sans âme qui prennent l'apparence de serpents de mer. Pour le monstre du Loch Ness, c'est pareil. Certains monstres du Loch Ness sont des vrais animaux, des animaux authentiques, inconnus, qui viennent de la mer via des grottes, se reproduire essentiellement dans le loch. C'est des créatures de type plésiosaure, c'est aussi des poissons géants. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées par des cryptozoologues comme le français Michel Ballot qui confirme ça. C'est pareil pour les Mokele Mbembe qui sont des créatures de type dinosaure en Afrique. Il y en a deux types, des créatures
inconnus qui sont des animaux, des réminiscences de dinosaures, des dinosaures qui ont survécu jusqu'à notre époque. Ça, il y a des preuves et tout ça. Il y a les locaux qui voient ces animaux et qui rapportent des témoignages extrêmement détaillés. Et il y a même des scientifiques qui ont travaillé dessus, ça c'est certain. Mais il y a aussi les autres qui sont des tricksters. Et le phénomène des tricksters, le phénomène des tricksters, des entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, on les retrouve dans de nombreux phénomènes paranormaux, en plus de la cryptozoologie. On va y revenir dessus. Donc on a déjà parlé de ce phénomène tricksters dans les contacts et les abductions, et on y reviendra assez brièvement dans ce podcast, mais nous, on va plutôt en parler dans les domaines de la cryptozoologie et de ce qui est appelé paranormal, autrement dit, ce qui est appelé les fantômes et tout. Et vous allez voir que c'est capital de comprendre ça, parce que ces créatures sont extrêmement dangereuses. Donc pour illustrer les tricksters, je vais donner des cas. Donc il y a un Anglais donc, qui s'appelle Tony Shields, qui est aujourd'hui décédé, qui était un spécialiste du monstre du Loch Ness, qui, dans les années 70, avait eu l'intuition que le monstre du Loch Ness, pour au moins certains des monstres du Loch Ness, parce qu'il y a des monstres du Loch Ness qui sont des créatures, des animaux inconnus, et d'autres qui sont des créatures paranormales, des entités sans âme, qui prennent la forme de monstres du Loch Ness. En fait, c'est pas paranormal, ça fait partie de cette réalité. Et Tony Shields avaient compris ça. Donc en janvier 1977, si ma mémoire est bonne, il avait réuni plusieurs scientifiques, des médecins, mais aussi des gens dans la spiritualité, même des militaires, pour mettre en place une expérience. Et cette expérience, c'était quelque chose qui n'était pas très positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait fait un espèce de rituel de Wicca pour ouvrir des portes dimensionnelles et conjurer des monstres du Loch Ness. Et effectivement, et des monstres préhistoriques en général. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris qu'il y avait une composante paranormale avec de nombreux monstres. Parce que quand on étudie les témoignages d'apparition de cryptides, il y a des témoignages d'apparition de cryptides qui sont vraiment des témoignages d'apparition d'animaux inconnus ou d'humanités parallèles. Autrement dit, les cryptides vont avoir des comportements d'animaux inconnus. Par exemple, je vais prendre l'exemple de certains félins inconnus qui apparaissent en Angleterre. Les témoins les voient. Quand ils voient les témoins, ils fuient. Et ça, c'est un comportement normal de félin. Ensuite, il y a des mutilations animales en Angleterre de moutons et tout. Des vétérinaires qui font des analyses, et c'est extrêmement clair. Les moutons, les animaux sont mutilés, sont tués par des félins. Et ça, c'est très clair, ça a été analysé. Il y a des empreintes de pas et tout. Donc, on voit bien qu'il y a des créatures inconnues. Il y a même des scientifiques qui commencent à identifier les créatures inconnues. Et selon les descriptions, certains de ces félins inconnus seraient des pumas et d'autres seraient des lions préhistoriques qui habitaient du reste en Europe. Donc ça serait une rémanence de lions préhistoriques. Donc ça, c'est évident et c'est pareil pour d'autres cryptides. Mais il y a des cryptides qui ont un comportement d'entité, qui vont carrément
suivre la personne qui les perçoit. Donc par exemple, Tony Shields, il avait compris ça et il a fait un rituel de Wicca. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas terriblement positif. C'est pas forcément satanique ou luciférien, mais c'est pas très positif. En tout cas, c'est influencé par le luciférianisme et c'est pas forcément du tout positif de faire des rituels d'invocation. C'est même extrêmement négatif parce que quand quelqu'un fait ce genre de rituel, je ne parle pas de rituel satanique, je parle de rituel d'invocation d'entités qui se font passer pour des entités plutôt positives, des rituels de magie blanche, la personne ne sait pas ce qu'elle invoque. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un peu la mode en ce moment et les gens ne savent pas ce qu'ils invoquent. Et ça, je ne parle pas des gourous New Age qui, eux, carrément invoquent des démons quand ils font des stages facturés plusieurs centaines d'euros. Ça, c'est irresponsable au minimum. Au maximum, c'est carrément malveillant. Et ça dénote une possession par des entités non humaines et des contrôles par des sociétés secrètes. Mais restons-en à, restons-en à l'expérience de Tony Shields. Tony Shields, il avait littéralement invoqué des monstres marins, des monstres lacustres plus exactement. Et donc en janvier 1917, à une certaine date rituelle, donc dates rituelles qui sont partagées par la Wicca, censée être de la magie blanche, et le satanisme. Donc on voit bien que tout est interconnecté, que ce sont les mêmes entités qui sont derrière ça. Donc il fait ce rituel de Wicca pour ouvrir des portes dimensionnelles. Et là, Tony Shields a, quelques mois plus tard, une apparition de monstre du Loch Ness qu'il arrive à photographier. C'est une photo qui est assez célèbre. Du reste, beaucoup de personnes, au cours de cette année 1977, ont aperçu des monstres lacustres un petit peu partout, comme si des portes avaient été ouvertes. Et encore une fois, c'était une expérience qui était menée de manière très scientifique, avec des médecins, des personnes dans la spiritualité, même des personnes, si ma mémoire est bonne, des scientifiques, et aussi des militaires, dont un major Leslie May. Donc quand même quelque chose de très encadré et tout. Après, ces gens-là ne savaient pas quelle force ils invoquaient. Après, on peut se demander s'il n'y avait pas aussi les mains des sociétés secrètes pour ouvrir certaines portes. Toujours est-il que suite à ça, c'est les gens qui ont participé à cette expérience sont tombés malades. Le docteur David Hoy, par exemple, qui avait participé à cette expérience, il fait une crise cardiaque quelque temps après. De nombreux membres de l'équipe tombent malades et certains disparaissent, des disparitions mystérieuses dans des pays différents parce que ça avait été fait. Il y avait plusieurs personnes dans des pays différents qui se concentraient sur cette expérience. En URSS à l'époque, vraiment un petit peu partout, c'était quelque chose de très grand. Et beaucoup des personnes qui ont participé à cette expérience ont disparu, je dis bien disparu. Donc on voit le lien avec les disparitions. Tony Shields, du reste, a été violemment agressé. Heureusement, il s'en est remis. Un de ses enfants a eu aussi un accident assez grave, beaucoup de problèmes. Et puis, donc, il y a eu des enquêtes un petit peu sur d'autres spécialistes
du Loch Ness et des monstres marins. Et là, beaucoup de personnes se sont rendues compte que des chercheurs et des témoins de monstres du Loch Ness mouraient prématurément. Par exemple, Ted Holiday, qui était un des meilleurs chercheurs sur le monstre du Loch Ness, qui avait compris la connexion paranormale avec le monstre du Loch Ness. Quand je dis paranormal, c'est la connexion avec des entités hors de cette dimension. Il a été détruit par les entités. Il a fini par mourir vers 50-55 ans d'une crise cardiaque. Et c'est pas le seul. Beaucoup de chercheurs du monstre du Loch Ness ont eu des choses extrêmement bizarres qui leur sont arrivées. Beaucoup de maladies chroniques, beaucoup de personnes se sont retrouvées ruinées ou se sont retrouvées séparées de leur conjoint. Ça ne vous rappelle pas le syndrome du contacté? Et c'est pas que ça rappelle, c'est que c'est le syndrome du contacté. Parce que dans certaines apparitions de cryptozoologie, ce sont les mêmes entités sans âme, les tricksters, les djinns, les archontes, les démons, qui se font passer pour des cryptides. Il y a cette connexion entre cryptides et entités sans âme. Et ça, les Amérindiens l'avaient compris, mais aussi les Celtes, par exemple. Il y a des monstres lacustres dans des lochs irlandais qui ont été vus du reste à de nombreuses reprises, mais personne n'en parle. C'est tabou, parce que les gens parlent du Loch Ness, mais ils ne parlent pas de ça. Et les anciens Celtes savaient que ces monstres n'étaient pas des animaux comme les autres. Ils savaient littéralement que c'était des entités non humaines. Et ils faisaient la connexion avec les fées, les lutins, ce que les Irlandais appelaient la gentilhommerie. Autrement dit, avec les entités sans âme. Alors, il y a des représentants du petit peuple qui sont une humanité parallèle connectée à la Tartaria, mais d'autres sont connectés aux entités sans âme. Donc, les Celtes aussi avaient compris ça. Et ils avaient ce concept de tricksters, même s'ils utilisaient les autres noms. Donc, il y a un chercheur anglais du nom de Timsdale qui avait pris une photo assez connue en 1960 du monstre du Loch Ness. Et puis lui avait commencé à comprendre que le monstre du Loch Ness et d'autres monstres lacustres et marins étaient, pour certains d'entre eux, connectés à des phénomènes paranormaux. Autrement dit, connectés à des entités non humaines. Tim Dinsdale avait recueilli donc le témoignage d'un monsieur Radcliffe, qui était un marin. Et ce marin, donc, était un marin pendant la Seconde Guerre mondiale, et il était dans l'équipage d'un navire de guerre, le HMS Galadeo, en 1940. Et là, à un moment donné, alors qu'ils sont dans l'Atlantique Nord, l'équipage aperçoit un serpent de mer. Et là, l'équipage de militaires qui sont avertis, qui sont à la guerre, ils ressentent un effroi terrible. Donc, le bateau s'approche de ce monstre et des militaires lui tirent dessus. Et c'est vraiment grand, un monstre de plusieurs dizaines de mètres de long, un serpent de mer classique. Et le monstre descend. Mais il y a des militaires qui ressentent qu'il y a quelque chose d'extrêmement négatif avec ça. Monsieur Radcliffe ressent que la créature, c'est pas une créature inconnue, c'est autre chose. C'est une entité sans âme. Toujours est-il
qu'en décembre 1941, le bateau est coulé par une torpille ennemie. Vous allez me dire, c'est un hasard, mais il y a tellement de témoins de cryptides qui sont tombés malades, qui ont eu des mésaventures, qui ont disparu aussi, que ça ne peut pas être un hasard. Tout est connecté à ces entités sans âme. Par exemple, il y a un film de Bigfoot extrêmement connu, le film de Bigfoot de Roger Patterson et Bob Gimlin. Et Roger Patterson, celui qui a pris ce film, il faut savoir qu'il est mort quelques années après d'un cancer rare. Toujours pareil, connexion entre entités, connexion entre entités et destruction à tous les niveaux et maladie chronique. Donc du reste, dans le Bigfoot de Patterson-Gimlin, on peut penser que ce que Patterson et Gimlin ont vu, puisque c'est absolument authentique, ce n'est pas un membre d'une humanité parallèle, c'est une entité sans âme qui se fait passer pour des représentations, pour des représentants d'une humanité parallèle. Même dans le domaine du Bigfoot, il y a des Bigfoot qui sont carrément connectés aux ovnis. Il y a un chercheur américain, Stan Gordon, qui a fait des enquêtes sur le lien entre Bigfoot et ovnis. Et par exemple, en 1973, à 9h le soir, il y a toute une famille qui est dans une ferme. Donc c'est une famille nombreuse, ils sont une quinzaine et ils sont attablés, en train de manger. Soudain, ils voient atterrir dans le terrain de la ferme une grande boule rouge. Donc un jeune garçon, un des membres de la famille, qui s'appelle Steven, c'est quelqu'un qui a une vingtaine d'années, et deux de ses cousins, si ma mémoire est bonne, peu importe, deux jumeaux de 10 ans, sortent pour voir ce que c'est. Ils pensent à une météorite ou à quelque chose comme ça. Donc quand ils s'approchent, ils voient un ovni absolument énorme qui émet une lumière très puissante. Dans la lumière, ils aperçoivent alors deux Bigfoot d'à peu près 2,50 m de haut, un petit peu plus grand que l'autre, avec des yeux extrêmement brillants. Un des jumeaux part tout de suite en courant, mais Steven et l'autre garçon restent. Donc, au bout d'un moment, Steven prend peur puisque le Bigfoot se dirige vers lui. Donc, il prend la poudre d'escampette et il appelle la police. Donc, la police arrive. Comme ils ne peuvent rien faire et qu'il y a encore une espèce de trace lumineuse, l'OVNI est parti, mais il y a une trace lumineuse, il y a des ufologues de l'équipe de Stan Gordon, qui est encore actif à notre époque, qui sont appelés. Ils arrivent vers 1h30 du matin. Donc, à ce moment-là, un phénomène extrêmement bizarre se produit. Steven devient littéralement fou. Il se met à hurler, à crier. Il y a parmi l'équipe d'ufologues qui arrive certains qui tombent dans les pommes et une odeur de soufre. Le soufre pour diverses raisons, connecté aux démons, connecté aux entités sans âme. Donc ensuite, Steven se remet heureusement de cette attaque d'entité et il subit du reste, il est tellement choqué qu'il a besoin d'une aide qui est donnée par Bertolt Schwarz, un psychiatre spécialiste aussi d'abduction et tout, et qui conclut qu'il y a un phénomène de possession. Après, il y a toute une connexion avec deux membres se réclamant donc de l'Air Force qui viennent enquêter
chez Steven, soi-disant pour prendre, soi-disant pour prendre chez Steven, soi-disant pour prendre de l'information à propos de ce qu'il a vu et tout. Simplement, il trouve que ces gens sont extrêmement bizarres, ils lui font subir une séance d'hypnose, après ils disent qu'ils le recontacteront, ils ne le recontactent pas. Et à mon sens, c'est carrément l'Ordre Noir qui est venu enquêter, voir si Steven représentait un danger pour eux. Derrière l'Ordre Noir, il y a des entités extrêmement négatives que certains médiums appellent les hors-scènes. Et ces hors-scènes tirent les ficelles derrière le système de contrôle. Et à un autre niveau, tout cet ordre noir et les hors-scènes, ces entités négatives, tout est connecté en fait au système de contrôle. Ce sont des entités qui sont au sommet du système de contrôle et qui sont connectées au gangstalking. Je précise que le terme hors-scène, c'est un terme qui a été sorti par plusieurs médiums. Donc on voit bien qu'il y a tout un lien entre les Bigfoot, les ovnis, les appareils interdimensionnels, et la présence d'entités non humaines. On voit également qu'il y a une connexion entre certaines apparitions de cryptides et des phénomènes de type possession, ou au moins possession partielle, et parfois possession totale. Le cas de Steven, c'est un exemple presque caricatural, mais il y a eu aussi ce chasseur américain qui a aperçu un Bigfoot et qui a pris des échantillons de fourrure laissée par le Bigfoot et qui a ensuite eu un syndrome du contacté typique, avec une ruine financière, perte de son entreprise, difficulté en tout cas de son entreprise, une séparation avec sa femme et des problèmes de santé. Heureusement qu'un exorciste, Bilbin, s'est rendu compte de ça et a pu l'aider à surmonter ça. Mais on voit que le syndrome du contacté, ça se retrouve chez les contactés, mais aussi chez les témoins de phénomènes de type cryptide. Ça aussi, on retrouve ça dans beaucoup d'apparitions de fantômes. Par exemple, il y a des témoins de fantômes qui voient une âme humaine errante authentique. Là, ils voient le fantôme et rien de plus ne se passe. En général, puisque les âmes errantes peuvent posséder, mais c'est des possessions partielles et très brèves. Or, beaucoup de personnes qui rencontrent des fantômes sont carrément détruites. Mais quand je dis détruites, c'est détruite. Par exemple, j'ai reçu récemment donc sur le groupe sur mon WhatsApp donc un lien d'une vidéo envoyée par une correspondante, vidéo très intéressante sur quelqu'un qui était enquêteur du paranormal, qui faisait en fait des urbex et qui allait dans des lieux hantés et qui a tout arrêté parce qu'il a subi des attaques de la part des entités qui pensaient être des fantômes, mais il s'est rendu compte, pour faire simple, que c'était des démons. Et lui-même a subi de la malchance, un état de mal-être et beaucoup de problèmes dans sa vie, mais ça aurait été beaucoup plus grave. Sous cette vidéo, il y avait énormément de commentaires de personnes qui avaient vécu des expériences avec des fantômes et tout ça, et qui ont développé des maladies chroniques, même des cancers et des choses comme ça. Donc on voit bien qu'il y a une connexion entre certaines maladies, la malchance et ces entités. C'est valable pour les entités quand elles se font passer pour des extraterrestres, et c'est aussi valable quand ces entités se font passer pour des cryptides ou des fantômes. Et là encore, ne pas oublier qu'il y a des animaux inconnus authentiques, des humanités parallèles authentiques et des fantômes authentiques, qui sont en fait des âmes errantes. Mais il y a aussi des entités sans âme qui se font passer pour des cryptides,
qui se font passer pour des humanités parallèles, qui se font passer pour des fantômes. En fait, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Mais quand il y a ces entités sans âme, il y a toujours des effets adverses sur le témoin. Ça peut être des simples pensées intrusives, ça peut être un simple état de mal-être, et ça peut aller jusqu'à la possession totale, ça peut aller aussi jusqu'à la destruction de la famille, à des maladies chroniques, à des morts et à des disparitions. Puisque il y a énormément de contactés et d'abductés qui disparaissent, mais également beaucoup de témoins de cryptides, de chercheurs en cryptozoologie qui disparaissent. Et c'est pour ça que quand on fait cette recherche, il faut être conscient de ça, parce qu'à partir du moment où on est conscient de ça, le risque est quand même moindre, même si ça ne protège pas entièrement, le risque est moindre. Pourquoi? Parce que le fait justement d'ignorer ou ne pas se poser la question que les entités sont des entités, quelque part, c'est un consentement extorqué de leur manipulation. Mais ça suffit pour elles, c'est une extraction du consentement. Donc, on voit bien que ces entités détruisent. Et non seulement les entités de type tricksters, de type entités sans âme, détruisent, mais elles manipulent, elles jouent avec nous un jeu pervers. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les entités vont se nier elles-mêmes, littéralement. C'est un jeu absolument pervers, mais c'est le jeu de ces entités. Elles donnent à la fois des éléments très concrets, mais à la fois elles nient ces éléments concrets. Ça fait partie de leur jeu pour dissocier. Par exemple, beaucoup de personnes qui sont contactées par ces entités, notamment beaucoup de channels qui se font passer pour beaucoup de channels qui sont en contact avec des entités qui se font passer pour des êtres de lumière, ils vont avoir des prophéties qui se réalisent. De même que beaucoup de médiums qui pensent être en contact avec des guides spirituels et des décédés vont avoir des prophéties qui se réalisent. Et parfois c'est impressionnant. John Keel donne des cas de channels qui reçoivent des prophéties, mais c'est impressionnant. Et à un moment donné, les prophéties cessent de se réaliser. Et souvent, c'est corrélé à la destruction du channel ou du contacté. Donc on voit que quelque part les entités donnent des éléments de preuve, parce que là, on parle de preuve, et ensuite, d'un coup, elles coupent tout, elles coupent le don de prophétie pour nier leur propre existence, alors que bien évidemment, elles existent. Il y a des preuves matérielles, il y a des preuves concrètes, ça c'est une évidence, on ne se pose même plus cette question ici, ça c'est une certitude absolue à 1000%. Mais quand elles manipulent, elles nient leur propre existence pour dissocier. Et à la fois, elles se font passer pour ce qu'elles sont et aussi pour les gentils. Par exemple, Elena Danaan, à la fois les entités qui la manipulent, parce qu'elle est authentique mais manipulée par les entités, se font passer pour ce qu'elles sont vraiment, des gris et tout, et à la fois pour des soi-disant frères de l'espace. En fait, c'est les mêmes entités qui jouent des rôles, qui jouent des scénarios. Et ça, c'est un jeu vraiment pervers. Et le jeu de se nier soi-même, on le retrouve dans la politique. Les politiciens vont dire tout et leur contraire. Ça fait partie du cirque. Et c'est normal qu'on retrouve ça, cette contradiction, parce que les politiques sont contrôlés par les entités non humaines et la politique, c'est une pièce de théâtre, c'est un jeu pervers pour vampiriser les énergies. Parce que quand on parle de tricksters, ça fait farceur, mais ce ne sont pas des farceurs, il faudrait dire des prédateurs. On a affaire à des prédateurs de l'espèce humaine. On a affaire
à des prédateurs du vivant. Et ces entités vont donner des informations vraies, mais vont mentir pour littéralement détruire. Par exemple, une contactée que j'ai eu rencontrée il y a quelques années, elle disait qu'elle ne faisait confiance à personne. Et ça c'est clair que dans ce milieu, il faut vraiment beaucoup se méfier parce qu'il y a énormément d'infiltration, particulièrement dans le milieu de l'ufologie. Donc, parler à très peu de gens de ses contacts. Mais par contre, elle disait qu'elle faisait confiance à 1000% aux entités qui la contactaient. Et elle disait que les entités étaient positives, qu'elle ne la laisserait pas tomber. Donc, on voit bien une manipulation de cette contactée par les entités. Malgré elle, elle manipule comme ça. Peu de temps après, cette contactée est tombée gravement malade. Et ça, c'est pas anodin. Et bien évidemment que les entités ne l'ont pas soignée, puisque les entités ont été à l'origine de la maladie. Elles rendent les gens malades. Elles détruisent les familles, elles possèdent et elles tuent. Et ça a été démontré aussi par Jerry Marzinsky, il démontre ça d'une autre manière, mais c'est ce qui démontre. Et ça, c'est une constante. C'est pour ça que beaucoup de médiums, de channels sont dans un état pitoyable. Combien de fois j'ai rencontré des médiums, mais qui sont dans un état terrible. Ils vivent seuls parce qu'ils sont séparés de leur conjoint, dans une misère absolument terrible, et en plus avec des maladies extrêmement graves. Alors heureusement, ce n'est pas tous les médiums, mais dès qu'il n'y a pas de discernement, les entités attaquent. Ça a été confirmé par Eve Lorgen, ça a été confirmé par beaucoup d'autres personnes. Il y a un contacté, Reinhold Schmidt, dans les années 50 ou 60, contacté, je crois que c'est dans les années 50, peu importe. C'est un contacté américain du Nebraska qui a rencontré des entités qui se sont fait passer pour des Vénusiens, des Jupitériens, et tout ça, alors que c'était des prédateurs extradimensionnels. Et puis, elles ont commencé à le contacter physiquement. Elles ont même laissé des preuves matérielles, des traces au sol, des choses comme ça, qui ont été constatées. Et puis les entités lui ont dit d'aller en gros creuser à tel endroit et qui découvrirait un quartz fabuleux qui serait comme une espèce de quelque chose, une panacée qui soignerait absolument tous les problèmes, toutes les maladies et tout ça. Donc le contacté Reinhold Schmidt, pour faire les fouilles, il commence à demander de l'argent, mais des dons assez énormes pour l'époque, à son entourage et tout. Et les gens donnent de l'argent, parce que les entités avaient donné des preuves matérielles. Finalement, il a assez d'argent pour creuser, et là, bien évidemment, il ne trouve rien. Et après, il a eu des procès, des choses comme ça. Pourquoi il ne trouve rien? Parce qu'il s'est fait manipuler par les entités, qui l'ont contacté physiquement, mais qui ont modifié leur apparence pour le leurrer, pour le manipuler et pour le détruire. Et ça fait partie du jeu pervers des entités. Et c'est vraiment des scénarios qui sont mis en place par les entités. C'est comme cette personne dont j'ai parlé dans mon livre Les marionnettistes derrière le rideau. Il a vu dans les années 70 un ovni au bord d'une route. Et en fait, comment ça s'est passé pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est qu'il était
dans sa voiture avec son frère. Et il y avait un de leurs amis derrière la voiture. Il faisait nuit et à un moment donné, il s'arrête au bord de la route pour faire pipi. Et là, lui et son frère font pipi. Et là, il commence à dire comme ça, une soucoupe volante, une soucoupe volante. Son frère lui dit, là, on voit la une d'un coup. Quand il dit une soucoupe volante, là, il y a une soucoupe volante qui apparaît. La soucoupe volante apparaît au-dessus d'eux, un vrai ovni. Et il y a entre la personne qui a dit la soucoupe volante et la soi-disant, et en fait qui était un vaisseau interdimensionnel piloté par des entités non humaines, il y a un contact télépathique qui s'établit. Beaucoup d'informations qui sont transmises. Et le moteur de la voiture s'arrête, de même que les lumières au bord de la route s'arrêtent. Tout s'arrête. L'ovni part et tout redémarre. La personne derrière ne voulait absolument pas regarder et tout l'ovni, donc tout le monde rentre complètement émerveillé, tout sauf la personne derrière qui ne voulait pas voir, qui disait « Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas ». Voilà, pris. Donc tout le monde rentre, et là, tout le monde oublie l'apparition d'OVNI. Mais pendant la période de l'oubli, la vie de la personne et de son frère sont détruites. Donc la personne qui avait une carrière très prometteuse, tout s'effondre, problèmes financiers, problèmes aussi de problèmes familiaux et tout ça. Et pour le frère, la même chose. Et en plus, le frère développe un cancer qui a failli le tuer. 25 ans plus tard, il se rappelle de l'OVNI, comme ça. Et ça, c'est clairement voulu par les entités sans âme. Et après, difficilement, mais ils font la connexion entre tout ce qui leur est arrivé et l'OVNI. La troisième personne, ils étaient encore en contact avec. Ils se sont rendus compte, après que la personne avait eu des problèmes, il y a des problèmes de possession. Il faut dire les choses très clairement. Et donc, ils contactent un ufologue français célèbre, le feu Gildas Bourdet, qui était le grand spécialiste de Roswell, quelqu'un de génial, très sympathique et tout, avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger, de beaucoup parler, quelqu'un de très cultivé, qui en savait beaucoup plus qu'il ne disait, très sympathique. Et Bourdet dit à ces deux personnes, les entités vous ont fait un scénario. Et scénario, c'est ça. C'est la manipulation, le jeu des entités pour vampiriser et pour que symboliquement les personnes consentent. Comment se fait le consentement? Tout simplement par ignorance, parce que les gens ne savent pas et ne veulent pas savoir que ces entités peuvent manipuler. Et le scénario est fait par les entités, par manipulation de la réalité. Autrement dit, les entités arrivent à manipuler non seulement la perception, mais la réalité physique. Cette réalité fonctionne comme une matrice, comme une fausse création, comme une simulation. Et les entités sans âme qui peuvent reprogrammer de l'intérieur la simulation peuvent programmer un scénario qui se matérialise dans la réalité physique. C'est purement et simplement de la technologie des entités sans âme. Et le scénario est fait sur mesure pour chaque témoin, pour manipuler les témoins. Et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pour une personne, par exemple, pour des personnes qui ont un système de croyance plus tourné vers le scientifique et tout ça, les entités se montreront comme des soi-disant frères de l'espace pour manipuler, pour obtenir un consentement. Quand elles se montrent sous leur vraie forme, c'est les abductions, les mutilations et les disparitions. Parce que ces entités sont des
entités prédatrices. Donc ça, c'est leur vraie forme. Mais très souvent, elles font des scénarios où elles se manifestent sous des formes différentes parce qu'elles peuvent modifier leur apparence et leur technologie ou bien programmer des scénarios qu'elles contrôlent dans la réalité. Et les scénarios sont faits sur mesure en fonction des croyances. Donc je disais que si quelqu'un est plus dans le scientifique et tout ça, les entités se montreront ou sous forme de soi-disant frères de l'espace ou sous forme de cryptides. Mais en fait, ce ne sont ni des frères de l'espace ni des cryptides, mais des entités sans âme qui se font passer pour des cryptides. Elles peuvent aussi se faire passer pour des apparitions religieuses si la personne est dans la religion. Du reste, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, beaucoup de voyants qui assistent à des apparitions mariales, des apparitions du Christ ou de personnages religieux d'autres religions, finissent par mourir littéralement ou tomber malades du syndrome du contacté. Pensons à Sainte Thérèse de Lisieux, pensons à Bernadette Soubirous. Si ils ne tombent pas malades, il y a carrément une destruction. Beaucoup de voyants de Medjugorje, les voyants de Medjugorje ont été détruits. Les petits bergers de Fatima sont, pour 2 des 3, tombés malades et sont morts. Sœur Lucia, elle est restée en vie parce qu'elle était utilisée par les entités comme un pion. Et d'ailleurs, sa vie n'était pas très agréable. Et c'est pareil pour beaucoup de témoins d'apparitions religieuses. Et comme il y a des cryptides authentiques qui sont des animaux inconnus, comme il y a des êtres dimensionnels, des visiteurs dimensionnels qui viennent tout simplement d'autres dimensions et qui sont plutôt neutres ou bienveillants, mais qui ne sont pas des sauveurs. Ça, c'est une certitude absolue. Et comme il y a des humanités parallèles, authentiques, claires, nettes et précis, il y a parallèlement à ça beaucoup de manipulation de ces entités sans âme. Quand il y a manipulation de la part des entités sans âme, d'une manière ou d'une autre, il y a où le phénomène du gourou, de la vénération qui se met en place, ou dans de nombreux cas, un phénomène de destruction, de possession partielle ou totale. Mais quoi qu'il en soit, l'entité sans âme va se fixer au témoin de qui, à côté pour qui elle apparaît. Ça, c'est clair. Il y a une fixation de l'entité et en fonction du jeu, du scénario des entités, la fixation peut aller de simples pensées intrusives, de simples mal-être, à une destruction totale, à une possession totale, voire à des disparitions, voire à la mort, parce que beaucoup de témoins disparaissent. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et dans des cas plus rares, les entités utilisent le témoin comme gourou pour créer une dévotion, parce qu'elles se nourrissent aussi d'énergie, de dévotion. Combien de mouvements religieux ne sont pas partis de ces manipulations d'entités sans âme? Et parfois, il y a aussi une base authentique, comme le message du Christ, mais après beaucoup d'apparitions de phénomènes célestes attribués à des anges et tout, sont en fait des manipulations de ces entités sans âme. Ensuite, les sociétés secrètes détournent tout ça pour que ça colle au culte solaire. Mais quoi qu'il en soit, derrière beaucoup de phénomènes religieux, il y a la main des entités sans âme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une base véridique aux grandes religions, parce qu'il y a un message d'amour à la base, aimez-vous les uns les autres. Message d'amour qu'on retrouve dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme et tout ça, mais simplement ça a été beaucoup détourné par ces entités et par les sociétés secrètes contrôlées par les entités. Donc le consentement à tout ça, ça se fait par la dévotion. Ça, c'est clair dans le cas des apparitions religieuses, mais aussi dans le cas de contact, où le contacté est utilisé comme
comme un espèce de gourou et donne cette dévotion aux entités. Mais dans bien plus de cas, le consentement se fait par l'ignorance de la manipulation. Par exemple, beaucoup de rencontres rapprochées du troisième type, où des personnes voient des entités au sol sans qu'il y ait contact, elles voient les entités de près ou de loin, mais il y a peu ou pas de communication. Tout laisse à penser que beaucoup de ces rencontres du troisième type sont des scénarios où les entités sans âme se manifestent physiquement aux témoins en modifiant leur apparence, ou bien des scénarios où la réalité est reprogrammée par ces entités, où le scénario est programmé par les entités. Mais dans beaucoup de cas de rencontres approchées du troisième type, la personne ne va pas comprendre que tout cela est un leurre, est une manipulation des entités. Donc les personnes vont consentir à la manipulation en y adhérant, en pensant que les faits, c'est tout simplement des extraterrestres qui sortent de leur soucoupe et ensuite repartent. Dans certains cas, c'est ça, mais dans beaucoup de cas, c'est un scénario mis en place par les entités sans âme pour manipuler, pour détruire et pour leurrer. Et ça, c'est très clair. Par exemple, à Valençol, après l'apparition de l'OVNI et de la rencontre rapprochée du troisième type, Maurice Mas a eu des problèmes de santé, énormément de problèmes suite à ça. Et ça l'a rendu vraiment très, très malade. Et en plus de ça, il a subi du ciblage et tout ça, très certainement. Donc on voit que le consentement peut être fait de manière indirecte, puisque ces entités extorquent le consentement de manière indirecte. Quand une personne, par exemple, voit une entité qui se fait passer pour un monstre, si la personne pense que c'est un monstre, un animal inconnu, quelque part, c'est un consentement par ignorance. Qui ne dit mot consent, et l'entité va alors se fixer à la personne et attaquer la personne. Et ça peut aller d'un simple mal-être à une destruction totale, voire à des disparitions, puisque on retrouve les disparitions de témoins du Bigfoot, de témoins de monstres du Loch Ness, de témoins ovnis, de témoins d'apparitions religieuses et aussi de chercheurs. Pourquoi? Parce que c'est le jeu pervers des entités qui détruisent, enlèvent, tuent et possèdent. Et ça, c'est très, très, très important c'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre que ces entités, ces tricksters, sont des entités manipulatrices et qui font ça pour détruire. Ce sont des prédateurs cosmiques. Ce sont des entités démoniaques au sens propre du terme. Alors pourquoi certains témoins sont choisis et pas d'autres? Donc quand on se demande ces questions, en fait c'est se poser les questions du motif de ces entités. Donc il y a très clairement un motif d'expérimentation. Les entités font ça très certainement parce qu'elles expérimentent sur nous. Elles nous considèrent comme du bétail. C'est de l'expérimentation où des notes, des données sont accumulées par les entités. Et ça, c'est une certitude confirmée par des médiums et des hypnothérapeutes. Il y a toute une accumulation de données. C'est une énorme expérience extrêmement perverse, de la pure vivisection. C'est absolument abominable. Du reste, à un niveau, le ciblage en réseau, c'est une énorme expérimentation absolument perverse. On est du bétail pour ces entités. Mais à un autre niveau, on est aussi une source de nourriture pour ces entités. Elles choisissent peut-être des gens en fonction de leurs croyances, de leur aura et tout. Il y a un paramètre comme ça parce qu'elles prennent notre énergie. Ce sont des vampires psychiques.
certaines personnes ont dit que certains groupes sanguins étaient surreprésentés plutôt que d'autres, mais ça n'a jamais été prouvé, et tout laisse à penser que le choix se font au-delà du groupe sanguin, puisque tous les groupes sanguins, tout le monde, c'est dans tous les milieux, toutes les, toutes les, dans tous les pays, pour tous les groupes sanguins, pour toutes les cultures, c'est les mêmes phénomènes. Donc c'est quelque chose au-delà. Peut-être un choix en fonction de l'aura et tout ça. C'est une possibilité. Mais il y a aussi, je pense, un aspect jeu pervers. Je pense que dans la plupart des cas, il y a un niveau expérimentation, peut-être à un autre niveau, dans certains cas, des choix en fonction de certains critères qu'on ignore, pour des expérimentations abjectes, pour prendre l'énergie de manière abjecte, mais à un autre niveau, je pense que l'on assiste à un jeu pervers, un jeu vampirique cosmique ou interdimensionnel, où les entités jouent avec nous un jeu pour vampiriser et prendre notre énergie. Et ça avait été remarqué par les Grecs anciens, ça avait été aussi remarqué par les Amérindiens avec les tricksters, par essentiellement aussi beaucoup de personnes, beaucoup de mystiques du monde arabo-musulman avaient remarqué ça avec les djinns qui sont encore aperçus, c'est les mêmes entités. Les Celtes aussi avaient complètement remarqué ça, et ils savaient très bien que beaucoup de fées, d'elfes, de petits peuples, de gens qu'ils appelaient le petit peuple, la gentilhommerie, étaient des entités manipulatrices. Ça avait été remarqué par tous ces peuples anciens qui avaient beaucoup plus de connaissances sur la nature de la réalité qu'on peut le penser. Les gnostiques aussi avaient remarqué ça. Même les premiers chrétiens avaient très clairement remarqué ça. Même les bouddhistes, les hindous, ont remarqué ça. Simplement, tout ce message, toute cette sagesse a été détournée par ces entités. Et ça a été cet aspect jeu pervers, cet aspect manipulateur, a été ensuite redécouvert par des chercheurs comme Charles Fort et Jacques Vallée. Donc, aujourd'hui, on voit très bien que beaucoup de phénomènes paranormaux et de phénomènes de type cryptide sont connectés, et que derrière ça, il y a l'ombre des entités non humaines qui tirent les ficelles derrière ça pour, à un niveau donc expérimenté avec nous. Il y a des expérimentations qui sont peut-être connectées à la reprogrammation de la réalité. À un autre niveau, il y a un vampirisme et un plan notamment d'hybridation lors d'abduction, et ça c'est un plan très précis. Mais à un autre niveau, il y a un aspect jeu pervers, jeu vampirique. Et du reste, des personnes comme Nagiste, comme Stéphanie Nadon, par d'autres méthodes, par des états de conscience modifiés, ont compris ça. Des gens aussi comme Nathalie Knepper ont compris ça. Et des médiums qui ont du discernement et qui comprennent que les entités manipulent. Donc, pour se prémunir contre ça, c'est vraiment du discernement. Les entités leurrent. Oui, il y a très clairement des êtres extradimensionnels qui nous visitent et qui sont neutres ou plutôt bienveillants. Il y a très clairement des humanités parallèles, authentiques, qui mènent leur vie et du reste qui nous craignent et qui sont plutôt neutres ou bienveillantes. Il y a des animaux inconnus, certitude absolue également. Il y a des fantômes qui sont des vrais fantômes dans le sens où c'est des amérantes, clairs, nets et précis. Mais la plupart des apparitions d'ovnis, des contacts, des apparitions de cryptides, des apparitions de fantômes, ou une grande partie, je
je dirais une grande partie, au moins les trois quarts, 60-70%, on va dire, et dans les cas de channeling, 90-95%, et dans des cas de contact, également 90-95%, ce sont des entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles peuvent se faire passer pour des cryptides, elles peuvent se faire passer pour des fantômes, elles peuvent se faire passer pour des soi-disant frères de l'espace, pour des soi-disant maîtres ascensionnés, pour des soi-disant personnages religieux. Et il y a aussi parallèlement des apparitions religieuses authentiques, mais elles sont minoritaires. Donc ces entités peuvent se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles manipulent en permanence. Elles peuvent aussi reprogrammer la réalité pour donner aux gens des scénarios qu'elles matérialisent dans la réalité en fonction des croyances. Elles peuvent aussi modifier leur apparence en fonction des croyances. On a affaire à des prédateurs cosmiques. On a affaire à des entités manipulatrices. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment travailler le discernement. Et travailler le discernement, ça passe déjà par s'informer. Et là, la bonne information, c'est l'information qui résonne avec nous. S'informer, ça passe par prendre l'information qui résonne avec nous, mais pas faire l'autruche. Au contraire, c'est vraiment s'informer. S'informer, ça passe par l'échange, ça passe par la lecture, ça passe par beaucoup, beaucoup de choses. Et prendre l'information qui résonne avec nous et rejeter le reste de l'information. Mais c'est extrêmement important d'être informé pour avoir le discernement. C'est pour ça que le New Age qui dit de faire l'autruche, qu'il vaut mieux pas savoir et tout, c'est extrêmement dangereux, puisque ces manipulations se font par le subconscient. Mais le plus important dans tout ça, c'est de se connaître soi-même. Pourquoi? Parce que les entités vont attaquer aussi par les pensées intrusives. Donc, si on ne se connaît pas soi-même, si on ne connaît pas nos propres pensées, ce qui vient du moi supérieur et tout ça, parce que les pensées sont externes, mais ça vient du moi supérieur, si on ne distingue pas entre ce qui vient d'entité et du moi supérieur, on est littéralement une source de nourriture pour ces entités. Donc ça passe par un travail sur soi. Travail sur soi, c'est une introspection, c'est la connaissance de soi, et ça, il y a des dizaines et des dizaines de façons de le faire, et ça passe aussi par se créer une réalité dans le quotidien pour vibrer au-delà des entités. Ça passe par se créer son propre bonheur. C'est très très important parce que il faut non seulement s'informer et se connaître soi-même, mais ensuite créer une réalité qui vibre au-delà des entités, puisqu'on crée des canevas de réalité. Donc ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien au niveau individuel. Et ça passe par transmettre cette information et surtout transmettre le bonheur qu'on se crée à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Comme on a une connexion divine, on peut créer une réalité qui vibre à l'infini. Les entités sans âme qui n'ont pas de connexion divine ne peuvent pas créer une réalité qui vibre au-delà d'un certain seuil, puisqu'elles ne créent même pas, elles nous utilisent pour créer le canevas de réalité où elles peuvent se manifester et projeter leur réalité. Donc si on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà d'un certain seuil, les entités sans âme ne peuvent plus se manifester, à part par les pensées intrusives, puisque le plan mental, le plan des pensées est multidimensionnel, et surtout, elles ne peuvent pas projeter leur réalité sur le canevas de réalité que l'on crée. Donc ça passe par vraiment du discernement pour se protéger des pensées intrusives, information et discernement, et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien, dans l'ici et maintenant, pour justement créer une réalité
collective et individuelle, incompatible avec la réalité voulue par les entités sensables. Et c'est ça, traiter le problème à la racine, c'est ça. C'est utiliser à la fois notre discernement et nos capacités créatrices. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir et merci.